Donc, si vous voyez que j'enregistre pas, là, avisez-moi. Comme ça va m'éviter d'avoir des problèmes. Donc, tous les cours, oui, ils vont être enregistrés, puis je les mets en ligne. Donc, ça, puis je continue dans cette lancée-là. Il semblait que c'était établi là, dans le département que tous les cours étaient enregistrés et étaient mis en ligne. Ça ne semble pas être encore le cas. Ceci étant dit, je mets mes cours en ligne, c'est sûr et certain. Puis, si vous allez sur les liens, bien, vous accédez tout de suite à ma chaîne YouTube et vous avez les playlists de tous les cours. Donc, vous allez avoir DAO1, DAO2, DAO3D, PEDEX1, PEDEX2, PEDEX, peu importe, avant c'était PEDEX3. Tous mes cours sont là. Donc, si vous regardez là, sur la chaîne, vous allez avoir des heures et des heures de ma voix si vous voulez vous endormir. Donc, voilà. Évidemment, je vais faire en sorte que mes cours, en fait, quand je les enregistre, oui, je vais vous donner les liens dans Léa. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès en tout temps. Il n'y a pas vraiment de matériel à acheter pour le cours. Évidemment, vous devez avoir un ordi avec l'accès Internet. Sinon, accédez au cégep pour voir les cours et pour faire vos travaux. Remote Lab pour SketchUp est essentiel. Revit, vous allez pouvoir l'installer sur vos postes. Si vous voyez que vos postes ne fonctionnent pas suffisamment rapidement, vous pouvez toujours utiliser Remote Lab pour utiliser Revit aussi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des insultes ou autres là-dessus? Non, c'est bon. C'est bon. Évidemment, vous avez la vue synoptique par la suite, donc 2 étapes, donc deux compétences, 2 parties de compétences là, distinctes. Puis, comme je mentionnais, l'épreuve certificative est divisée en 2. Donc, ça, c'est vraiment établi. Après ça, évidemment, on nous demande d'ajouter une étiquette et la PIEA. Bien, en fait, ce que j'ai à mentionner là-dedans, c'est que tantôt on a parlé de la bande passante. Et évidemment, moi, je priorise la bande passante. Je n'ai pas envie que vous m'entendiez parler en robot ou que ça lag quoi que ce soit. Donc, j'essaie de maximiser ma bande passante. Donc, je n'affiche pas ma petite face. Ma caméra est toujours fermée. Je n'ai pas besoin que vos caméras soient allumées pour le cours. Évidemment, s'il y a des questions plus pointues, ça ne fera pas partie de l'enregistrement, ne vous en faites pas. On fera une petite séance Zoom privée, puis on peut se parler en dehors de la séance générale. Sinon, toutes les questions générales feront partie de la capsule ou l'enregistrement Zoom, la séance du cours. Donc, voilà pour le plan de cours. Évidemment, c'est toujours disponible dans Léa. S'il y a des éléments plus pointus ou des documents plus lourds que je ne peux pas mettre dans Léa, vous aurez accès à mon OneDrive dans lequel je vous ferai un répertoire et je pourrai mettre les différents documents s'il y a lieu. Mais à venir jusqu'à maintenant, Léa fonctionne bien, donc je peux fonctionner ici. Donc, vous voyez là, dans l'interface Léa, vous avez votre plan de cours. Il y en a plusieurs qui sont déjà allés voir. J'ai mis des capsules pour SketchUp, donc 2 petites capsules vidéo que je vous demande d'aller voir pour le prochain cours. Et j'ai mis des PowerPoint, en fait, des notes, des guides un petit peu d'introduction, les outils de dessin, les outils de construction pour SketchUp. Donc, vous avez déjà une partie d'éléments à consulter et c'est préparatoire au cours 2. On va faire une maquette la semaine prochaine, donc on débute les différentes commandes de SketchUp. Donc ça sera à visualiser avant le prochain cours. J'ai mis un petit fichier AutoCAD 3D. Ça aussi, vous pouvez le télécharger, dans lequel j'ai mis un exercice 3D DWG, puis j'ai mis aussi un petit menu. Donc, un petit menu AutoCAD dans lequel moi, quand je travaille avec AutoCAD pour faire du 3D, j'ai synthétiser ou personnaliser le menu pour avoir toutes mes bandes d'icônes ou de commandes selon mes critères, donc ceux que j'ai besoin.
On voit que dans les nouvelles interfaces, plus ça va, plus AutoCAD se rallie aux différentes façons de travailler. Donc, les menus s'améliorent de plus en plus. Donc, je vais vous montrer un petit peu les différences. Puis voilà, donc je vais vous faire une petite démo AutoCAD ce matin. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui, OK. Donc, j'ai téléchargé mon fichier AutoCAD zip. C'est un fichier compressé dans lequel, comme je mentionnais, j'ai un DWG, puis j'ai un petit menu CUX. Donc, fidèle à mes habitudes, je me fais un petit répertoire dans mon disque dur. Je l'ai fait un répertoire pour mon cours de DAO 3D dans lequel j'ai déposé mes documents. Okay. Le menu Clodash menu 3D, c'est un fichier CUX. Un fichier CUX, c'est une bande, en fait, c'est un menu qu'on utilise dans AutoCAD. Donc, ce que je vais faire ici, je vais le sélectionner, puis je vais lui dire de le copier. Okay. Donc, comme ça, il est en mémoire dans mon presse-papier et je vais pouvoir l'utiliser dans AutoCAD. Je m'en viens dans AutoCAD. J'ai ouvert mon fichier 3D1, donc je vais aller le chercher dans mon disque dur. Et quand il vient le temps d'activer les menus, bien, on sait que dans notre barre d'état, à côté de la petite roue dentelée ici, là, on a les différents menus. On en a un qui est menu 3D de base. Moi, j'aimerais ça rajouter les bandes d'icônes pour vous montrer comment j'utilise ce menu-là. Donc, ce que je vais faire, dans ma barre de commande, je vais taper menu. Là, ça va ouvrir le répertoire dans lequel il va chercher les CUX ou les différents menus. Moi, j'aimerais ça avoir le menu que j'ai copié-collé. En fait, je vais le coller ici. Donc, je vais faire bouton droit de souris et je vais faire coller. Donc, mon menu Clodash CUX que j'ai sélectionné tantôt, je l'ai copié dans mon répertoire support d'AutoCAD. Donc, je peux le sélectionner. Donc, à l'écran, visuellement, ça n'a rien changé pour l'instant. J'ai les mêmes bandes de menus que je suis habitué d'utiliser. Par contre, quand je viens dans la petite roue dentelée ici, j'ai un menu 3D qui est le menu que j'ai composé pour faire le cours. Donc, j'ai mis sur les côtés les différentes commandes de 2D de modification. Les commandes de dessin sont ici. Puis, j'ai différentes commandes que j'ai regroupées selon les étapes que je vais vous faire la démo ce matin. Donc, j'ai fait des regroupements. Vous pouvez les disposer comme vous voulez, ces bandes d'icônes-là. Donc, je peux les sélectionner et les déplacer sans problème. Ce que je trouve avantageux de ces menus-là, c'est qu'ils prennent beaucoup moins de place. Donc, j'ai une zone de dessin beaucoup plus grande, tandis que les menus traditionnels ou les nouveaux menus d'AutoCAD prennent plus de place. Donc, ma zone graphique est plus petite. Mais faites-vous-en pas. Vous pouvez toujours revenir au menu dessin et annotation sans problème et vous revenez avec le menu initial. Donc, si jamais il y a un problème quelconque avec le menu, parce que là, vous dites, ah, il y a des commandes qui ont bougé, vous pouvez toujours taper menu et revenir avec le menu de base qui est ACAD CUX. Donc, si je fais ça, menu de Clodash n'est plus là et j'ai mon AutoCAD tel qu'il était au départ. OK? Donc, moi, je vais continuer avec ma démo avec le menu que je vous ai composé. Et celui-ci. Donc, quand on travaille en 3D, évidemment, on a les axes coordonnés du plan cartésien. Donc, en 2D, on est dans la vue de haut. On voit le petit cube ici. Donc, on est dans la vue de haut. On est en 2D. En tout temps, dans n'importe quel dessin AutoCAD, la vision 3D est là. C'est juste qu'on ne s'en est pas servi. La preuve, je vois mes coordonnées XY. Qu'est-ce qui nous manque pour faire la troisième dimension? C'est la coordonnée Z, qui est la hauteur des murs ou des éléments. Donc, si je fais la touche Shift puis je laisse mon doigt dessus et je clique sur ma roulette puis je laisse mon doigt dessus, je peux changer l'angle de visée. Et là, on voit notre
coordonnée Z apparaître, c'est ma troisième dimension qui vient d'apparaître. Okay? Là, on voit notre cube qui vient de... Ah, j'ai maintenant une troisième dimension qui vient d'apparaître et je peux changer l'angle selon ce que je veux voir et je suis maintenant en isométrie et je vois mes coordonnées X, Y, Z. OK? Donc, dans tous les logiciels de dessin, c'est ces coordonnées-là qu'on va utiliser pour faire nos dessins. Donc, on travaille toujours longueur, largeur, puis après, on donne la hauteur. AutoCAD n'en fait pas exception. On a travaillé du 2D. Donc, si je fais un petit zoom pour me rapprocher un petit peu, quand je viens pour faire des murs en 3D, je peux me servir des lignes que j'ai dessinées. Idéalement, si j'ai dessiné des polylignes, ça va être d'autant plus facile à faire puisque mes formes sont fermées. Donc, je fais un exemple. Si je dessinais un rectangle au sol, donc XY, donc la longueur, la largeur, cet élément-là, comme c'est une polyligne, ben, je peux utiliser automatiquement un outil qui s'appelle extrusion. Quand c'est des polylignes, je peux prendre mon rectangle et lui donner la hauteur que j'ai de besoin. Donc, il va faire la troisième dimension automatiquement. Okay? Donc, la commande extrusion me permet de sélectionner des formes établies, des cercles, des polygones, des rectangles, des polylignes fermées et faire des solides avec. Okay? Donc, la commande extrusion, principalement utilisée pour des formes fermées. Donc, je peux avoir une multitude de formes en même temps qui sont dessinées, etc. Donc, je peux en avoir une ou plusieurs. La commande extrusion, l'avantage, c'est que je peux en sélectionner plusieurs de ces formes-là pour donner les hauteurs que j'ai besoin. Donc, pour faire des études volumétriques, hyper rapides à faire, je peux monter des boîtes, puis là, je vois ma pièce et les circulations, je peux les sentir un petit peu mieux que juste en 2D. Donc, je vois vraiment les volumes apparaître. Okay? Quand il vient le temps de faire les extrusions, puis j'ai seulement que des lignes, ce n'est pas des polylignes ici. Si je faisais une extrusion d'une ligne, ben on va s'apercevrait que, je sélectionne ma ligne, Enter, je m'aperçois que oui, il fait une extrusion, mais là, on voit plusieurs petits panneaux apparaître. Bien, quand on voit ça apparaître, ça veut dire que la forme que j'ai sélectionnée n'était pas fermée, puis ces formes-là ne seront pas éditables. C'est-à-dire que je ne peux pas créer des perforations là-dedans. Donc, moi, je vous dirais, évitez de faire des extrusions quand ce n'est pas des polylignes, quand ce n'est pas des formes fermées. Je ne vais pas utiliser extrusion. À ce moment-là, j'utiliserai l'autre à côté qu'on va avoir dans SketchUp aussi, qui s'appelle appuyer, tirer, qui va nous permettre de faire des volumes à l'aide de contours de forme. Un petit peu comme quand on fait des hachures, on peut sélectionner le centre de nos murs et faire le remplissage. Bien, lui, il fait le remplissage, mais il donne la troisième dimension à ce moment-là. Donc, appuyer, tirer, quand je sélectionne ça, ça fonctionne comme une hachure. Ça veut dire que quand je sélectionne une zone à l'intérieur d'un mur, il faut que ma zone soit complètement à l'écran. Je vais faire un zoom le plus près possible pour que ma forme soit sélectionnée au complet. Donc, je la vois en highlight comme ça. Donc, ça veut dire que là, je peux monter et donner la hauteur. Donc, ne cliquez pas directement sur l'objet. Si jamais vous n'arrivez pas à sélectionner le centre des murs, ben en fait, pas si vous vous rappelez, en DAO2, ça fait longtemps, on s'était créé des profils. Ben, on peut aller changer l'interface, puis on peut même aller changer la grosseur de notre curseur pour faciliter la sélection de nos objets. Donc, si je fais une petite parenthèse là-dessus, si jamais les murs sont très petits, votre zoom ne vous permet pas de tout le voir puis bien sélectionner, ben, on peut modifier la grosseur de notre curseur dans AutoCAD si on veut. Donc, bouton droit de souris, je peux aller faire les options. Puis dans mes options, dans le mode de sélection, j'ai la grosseur de mon curseur de sélection ici. Je peux le réduire. De cette façon-là, quand je vais faire appuyer, tirer, bien, mon curseur va être plus petit. Puis ça va être plus facile d'aller sélectionner le centre de mon mur et faire mes hauteurs. Donc, exemple, ici, mon mur, je le mets à 10 pieds. Je viens de faire une
un solide de 10 pieds de haut. Donc là, on voit à travers nos murs, évidemment, puisqu'on est en mode de visualisation, en fait, filaire. Donc, on voit à travers les murs. Dans le premier menu ici, là, on est en filaire 2D présentement. Si je prends, par exemple, style réaliste, ben, je vais voir mes murs sans la transparence. Okay? Donc, on a le mode ligne cachée, on a la ligne réaliste. Donc, on peut jouer avec nos styles visuels pour voir nos volumes de la façon qu'on veut. Quand je le mets en filaire, ben, l'avantage, c'est que je peux voir ce qui se passe en arrière-plan. Mon dessin était fait en 2 dimensions. Donc, j'avais dessiné une partie de mon élévation, ma porte, ma fenêtre, je l'avais fait au sol. Ben, je peux prendre ces éléments-là pour les plaquer contre le mur. On s'entend que si je la laisse là, ma porte, malheureusement, je ne la verrai pas sur mon mur. Donc, je peux, en tout temps, j'ai créé un bloc avec, donc j'ai tout mis ensemble. Je peux utiliser des éléments 2D pour les plaquer contre mes murs. OK? Donc, la façon de faire, c'est en fait de faire une rotation de mon élévation. Et cette fois-ci, si je veux faire une rotation, si je fais une rotation comme on est habitué, ben, il va faire une rotation en X, Y. Moi, ce que je veux faire, c'est de pouvoir changer l'orientation de mon élévation pour l'amener en Z, donc l'amener à la verticale. Donc, on s'apercevoir que dans tout logiciel de 3D, ben, on va avoir des rotations, oui, au sol, mais on va avoir aussi des rotations qu'on appelle rotation 3D. Okay? Donc, si je sélectionne cet onglet-là, quand je viens sélectionner mon objet, je vais faire Enter, j'ai fini de choisir, il va me demander de positionner mon point de pivot pour faire ma rotation. Donc, je vais venir cliquer au bas pour positionner ma sphère à l'endroit où je veux faire ma rotation. Et par la suite, ce qu'il faut faire, c'est sélectionner l'axe selon lequel je veux faire ma rotation. Donc, si je sélectionne l'axe bleu, bien évidemment, il va faire une rotation au sol. Si je sélectionne l'axe vert, il fait une rotation parallèle au mur. Et si je prends l'axe rouge, bien, il va faire une rotation de mon objet à l'angle que je veux l'avoir, donc 90 degrés. Donc, pour ce faire, moi, j'ai activé le mode orthogonal qui va nous aider quand on fait nos rotations pour s'assurer que ma rotation est à la verticale. Là, si je regarde, ma porte et ma fenêtre est placée à l'extérieur de ma pièce. Si je veux l'avoir à l'intérieur, j'aurai tout simplement à la déplacer. Donc, je peux faire un déplacement, mon point de départ, et l'amener perpendiculaire à l'intérieur. Donc, perpendiculaire au mur pour qu'elle soit parfaitement alignée avec mon mur. Donc, dans certains cas, quand on fait des 3D, bien souvent, on va faire nos élévations, puis on va les plaquer contre les murs, puis c'est suffisant. On n'a même pas besoin d'aller plus loin que ça. Notre mandat, c'est de faire l'intérieur de la pièce. Donc, tout dépendant de ce qu'on veut réaliser comme élévation, comme 3D, bien, on peut plaquer des trucs contre nos murs, c'est comme des tableaux, et notre mandat est plus de faire l'intérieur, donc on va passer plus de temps à l'intérieur à ce moment-là. Donc, tout dépendant de les besoins, on peut faire plus ou moins de détails comme tel dans notre pièce. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. 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 Si vous regardez, vous faites un petit zoom dans le coin, vous allez voir que j'ai mis comme une petite moulure. Donc, il y a une petite plainte ici. C'est une polyligne. Donc, je peux dessiner mes formes et faire des profils avec. Puis, si je faisais une extrusion de ça, par exemple, ben, je pourrais placer mes moulures. Je pourrais déjà placer sur mon mur là, une simèse, un auger, etc. et faire une extrusion tout autour de ma pièce. Et je pourrais rajouter des moulures en 3D si je veux. OK? Donc, ce qui est important, puis ça, c'est bon dans tous les logiciels, c'est que quand je fais que j'utilise appuyer, tirer ou extrusion, la forme de départ, elle est inclue dans mon solide, donc je ne peux plus la réutiliser. Fait que moi, bien souvent,
quand j'importe des formes comme celle-là où je les dessine, bien, je vais m'en garder une copie que je vais placer à côté tout simplement pour pouvoir la réutiliser si j'en ai besoin. Okay? Donc, dans le cas présent, si je voulais faire une extrusion, placer ma moulure au bas de mon mur puis l'arrêter à ma moulure d'encadrement qui est ici, bien, je pourrais faire mon extrusion. Quand c'est une ligne droite, ça va super bien. Je peux sélectionner ma forme et lui dire où arrêter. Donc, arrêter ma moulure à moulure d'encadrement. Comme j'ai mentionné tantôt, une fois qu'elle est solide, l'extrusion est faite, ma forme de départ n'existe plus. Donc, c'est pour ça que je l'ai copié ici. Mon but, ça va être de sélectionner et copier à nouveau cette forme-là, puis dire, ah, ben, j'ai une plainte, moi, qui commence de l'autre côté de ma porte. Donc, je vais venir la copier exactement à l'intersection ici. Et cette fois-ci, quand je vais faire mon extrusion, ben, je vais vouloir lui faire un chemin, hein, lui montrer où tourner, où s'arrêter. Donc, quand j'ai des formes qui sont droites, je fais une extrusion, puis je donne la longueur ou je clique mon point de finale. Mais quand j'ai une forme bien définie, puis je veux faire des contours, bien là, je vais faire une polyligne. Je vais cliquer au bas de mon mur ici. Donc, je vais partir vraiment au point de départ de ma moulure, puis je vais faire ma polyligne au sol, puis dire, OK, rendu dans le coin ici, tu tournes. C'est bien important que ce soit une polyligne, puisque ces lignes-là sont jointées. Donc, je vais arrêter ici. Quand je vais faire mon extrusion, je vais faire comme j'ai fait tantôt. Je vais sélectionner ma forme. Enter. Et là, au lieu de cliquer un point d'arrivée, je vais plutôt regarder dans le bas de mon écran. J'ai l'option chemin, donc C pour chemin. Et je vais sélectionner ma polyligne. Et il va faire le contour que je lui ai demandé. Donc, on aura l'équivalent dans SketchUp. Vous allez voir dans les petites démos. C'est en fait la commande Suivez-moi. Ben, c'est exactement le même résultat. Okay? Donc, ça veut dire que je peux faire un chemin, placer toutes mes moulures, puis il va faire le contour de ma pièce en une étape. Donc, l'avantage d'utiliser des formes ou des profils, ben, les multiples. C'est-à-dire que là, j'ai fait une moulure, mais on s'entend que ça pourrait être un mur au complet avec un comptoir, des tablettes à l'intérieur, puis faire une extrusion, puis il va faire tout l'assemblage de cet élément-là. Exemple, je vais aller un petit peu plus loin. Tiens, je vais aller dans cette vue-là. J'ai fait un petit plan resto, puis là, j'ai fait le profil. Hein, c'est l'équivalent de ma petite moulure de 5 pouces. Là, j'ai un mur complet de 8 pieds de haut avec un comptoir, une tablette, un coup de pied, un nez. Donc, le profil complet de ma forme. Puis ça va être c'est le même coût, hein, c'est le même prix pour AutoCAD. Donc, si je prends ça ici, puis je fais chemin, je peux lui dire, tiens, je viens de faire un comptoir au complet avec mon coup de pied, etc. Même principe ici, j'ai un comptoir bar avec une tablette. J'ai mon coup de pied ici à côté intérieur. Si je prends cette forme-là, puis je dessine au sol une polyligne, ben, ça va avoir le même résultat que tantôt. Hein. Je vais faire ça ici. C'est pour chemin. Ma polyligne est là. Il va faire mon comptoir au complet. Donc, imaginez que ma polyligne ici comporte des courbes. Je vais faire un raccord de 12 pouces ici, dans ma polyligne. Je vais faire mon extrusion. C'est pour chemin. Là, j'ai maintenant un comptoir. En 2 clics, j'ai mon comptoir, ma tablette avec le coin arrondi. Donc, les possibilités sont à l'infini. Je peux faire ce que je veux avec ça. Donc, ces 2 petites commandes-là me permettent rapidement d'étudier mes volumes, d'étudier les formes. Est-ce que ça va pour extrusion appuyé-tiré? Oui. Oui, cool.
Donc, dans mon petit tableau aussi, ça, c'était la vue 1. La vue 2, encore une petite manipulation, en fait, avec les extrusions. Donc, je veux faire, par exemple, une table avec un piétement arrondi. Bien, je peux utiliser les formes. Je dessine en plan les formes que j'ai de besoin. Je viens faire mes extrusions. Donc, exemple, le cercle extérieur, je veux le monter de 2 pouces. Je vais me placer en filaire pour bien voir mes autres formes. Donc, je peux monter chacun de mes éléments, dans ce cas-ci, avec les hauteurs que je veux avoir. 4 pouces. Donc, je vais, en fonction des codes qui sont inscrits ici, là. Donc, j'ai fait ni plus ni moins que 3 cercles qui s'imbriquent un dans l'autre, là. Donc, très, très simple. J'ai dessiné toutes mes formes, je fais les extrusions. Si je viens faire la partie centrale, ben, j'ai 24 pouces plus le 6, ça fait 30 pouces. Donc, je vais prendre le cercle du centre et je vais faire ma tige centrale de 30 pouces. Évidemment, si je laisse ça comme ça, ben, les cercles qui s'imbriquent un dans l'autre, ben, il y a pas vraiment, sont pas soudés ensemble. Donc, on s'aperçoit que le logiciel traite vraiment les extrusions de façon distincte puisque je les ai fait de cette façon-là. Mais on va s'apercevoir que dans nos menus ici, on va pouvoir, si c'est des solides, on va pouvoir utiliser les opérations booléennes qu'on appelle union, soustraction, et etc. Donc, on peut unir plusieurs formes entre elles pour avoir les jonctions entre, et c'est comme s'ils étaient soudés maintenant. Donc, je vois vraiment les intersections maintenant, contrairement à tantôt. Et c'est un objet maintenant. Okay? Donc, quand je viens faire union, je m'assure de faire ça quand je suis convaincu de mes formes, toutes mes hauteurs sont bien faites. Après ça, je vais faire union. Sinon, j'ajuste mes hauteurs avant de faire cette opération-là. Donc, ça, c'est pour le piétement. Le dessus ici, bon, évidemment, il ne part pas au sol, il devrait être à 30 pouces. Donc, à l'aide des commandes 2D qu'on connaît, je peux déplacer un objet. Si je place mon curseur dans le bon angle et que mon mode ortho est allumé, bien, il va monter de façon verticale sans problème. Donc, je peux le monter à 30 pouces et faire mon extrusion pour mon dessus comme je veux. Donc, je peux lui donner une épaisseur de 2 pouces et ma table est montée. Donc, je dessine en plan ce que j'ai de besoin, je fais mes extrusions. Je peux même unir tous ces éléments-là ensemble, ça devient un objet ou je peux me créer un bloc, évidemment, puisque les blocs sont tout aussi valables en 2D qu'en 3D. Sympathique? Non? Oui? Oui. Excellent. Donc, ça, c'est pour la vue 2. La vue 3, on a, encore une fois, principe de profil. On fait une coupe sur un objet, on fait la moitié de l'objet, mais cette fois-ci, je veux qu'il se répète sur un axe circulaire, donc lui donner un nombre de degrés pour faire, ni plus ni moins, qu'une forme totale circulaire. Donc ça, c'est bon pour faire des colonnes, faire des tables rondes, faire des lampes dans ce cas-ci. Donc, j'ai fait le profil, donc j'ai fait une polyligne. Je le dessine toujours à plat. On sait qu'on peut faire des rotations après pour les positionner à la verticale dans l'axe Z. Donc, j'ai fait ma polyligne. Deuxième étape, je fais ma rotation comme j'ai fait pour ma fenêtre et ma porte tantôt. Je sélectionne mon objet. Je viens positionner mon point pivot. Je sélectionne l'axe selon lequel je veux faire ma rotation. Donc, parallèle à l'objet, je clique mon point de départ, mon point d'arrivée. Ma rotation est faite à la verticale. Donc, une fois que ça c'est fait, on a vu extrusion, puis étirer. On a l'option qu'on appelle révolution. Je sélectionne ma forme. Une fois que j'ai fini de choisir, je fais Enter. Il me demande de positionner l'axe. Donc, ça va être la ligne centrale. Donc, je veux qu'il soit vraiment au centre.
Et je viens tout simplement de définir l'axe selon lequel la rotation va se faire. Donc, mon point de départ était le bas ici, point supérieur. Donc, ça définit l'axe des Z. Et après, je définis le nombre de degrés que je veux avoir. Donc, si je veux faire une applique murale, je peux faire 180 degrés. Si je veux une forme complète, 360 degrés. Enter, ma forme est faite. Donc, il va répéter l'objet, le profil de l'objet sur un axe vertical et faire la révolution complète. Dans ce cas-ci, 360 degrés. Donc, ça me donne une forme un solide complet. Donc, la commande révolution, hyper pratique pour faire des petits objets circulaires, des colonnes. Mais si on faisait un petit zoom, on verrait que dans mon resto de tantôt, j'ai fait une banquette avec un coup de pied, j'ai une colonne, j'ai même des retombées circulaires alentour de cet objet-là. Donc, j'ai fait le profil complet à la dimension que j'ai de besoin. Ça va être le même principe. Donc, si je fais une révolution de ma polyligne qui est ici, bien qu'en réalité, le coût n'est pas le même, mais pour AutoCAD, hein, c'est le même principe, que ce soit un petit objet, un gros objet. Je vais faire mon angle de 360 degrés. Donc, j'ai une banquette circulaire avec le coup de pied puis ma retombée, comme je lui ai demandé. Donc, je peux faire tout ce qui est circulaire. La révolution va me permettre de générer ces formes-là. Est-ce que ça va? Je vais trop vite, pas assez vite. Ça va, merci. Excellent. Mais en fait, est-ce que nous, on va en faire du AutoCAD 3D ou là, c'est plus pour comprendre la base du 3D, puis après, on va juste faire SketchUp et Revit? C'est plus pour comprendre. Dans les faits, AutoCAD 3D est peu ou pas très peu utilisé dans le marché du travail. Ils vont plus utiliser SketchUp. Ils vont utiliser les banques de données de Revit pour monter les pièces. Mais je voulais vraiment faire un lien avec les outils qu'on connaît déjà, puis vous amener. Donc, c'est vraiment les bases. Vous n'aurez pas à en refaire, mais vous savez que si jamais vous êtes dans une planif 2D, vous voulez voir, hey, j'aimerais ça voir ça prend quoi comme espace, cet élément-là. Par une étude volumétrique, ça prend 2 secondes. Vous pouvez monter une boîte sans aller dans le détail comme tel, mais on peut quand même avoir une bonne idée des volumes. D'accord? Oui, merci. Évidemment, quand on fait une pièce complète, l'utilisation des calques est requise. Puis on va voir aussi, hein, qu'on fasse du SketchUp, qu'on fasse du Revit, on va s'apercevoir que 98 du temps, les relevés qui ont été faits ou les fonds de plan, bien souvent, on a la base en AutoCAD, bien, on va l'utiliser pour faire nos maquettes, que ce soit avec SketchUp ou avec Revit. Mais l'idée là-dedans, l'idée est la même que dans nos jeux de plan, c'est de bien gérer nos calques. Donc, si je prends l'exemple du dessin que j'ai ici, tout est fait sur le calque 0, donc l'utilisateur n'a pas géré ses calques, n'a pas généré des calques différents pour pouvoir allumer et éteindre les trucs. Donc, si je fais des appuyés tirés ici, ben, il va faire des sections de mur qui sont distinctes. Donc, si je monte ça, ben là, je vais avoir des trous, il faut essayer d'éviter ça parce que je vous donne un exemple. Si mes murs ne sont pas super bien alignés, bien, je vais avoir des conflits. Les unions ne se feront pas bien dans mes murs. Donc, moi, quand je reçois un truc comme ça, rapidement, sans même dire, OK, je vais me faire une liste exhaustive, une gestion de calque, là, moi, mon but, c'est d'aller rapidement. Bien, je le sais que, par exemple, cet élément-là, c'est une fenêtre. Ça aussi, j'ai une porte patio, ben, ça va faire partie du même calque. Je peux prendre tous ces éléments-là, puis le placer sur un calque temporaire juste pour pouvoir l'allumer et l'éteindre. OK? Donc, dans cet ordre d'idée-là, je vais venir sélectionner tous les éléments qui ne font pas partie du mur comme tel.
OK? Puis, je vais venir les placer sur un calque temporaire. Donc, si par exemple, là, je vais prendre fenêtre, par exemple, c'est juste pour pouvoir l'éteindre. OK? Donc, on s'entend là. Si je l'éteins, mes éléments sont disparus. J'en ai oublié une, pas de problème. Je vais le mettre sur le même calque pour besoin de la cause. Donc là, on s'aperçoit que quand ils ont dessiné, bien évidemment, il y a des trous dans mes murs. Bien, de façon rapide, je pourrais joindre mes lignes entre elles pour que ça fasse un mur complet. Fait que moi, quand je reçois ça, je dis OK, je vais rapidement, j'enlève les lignes que je n'ai pas de besoin. Puis on sait que quand on raccorde nos différents murs, bien, ça fait une ligne complète. C'est ce que je vais faire pour qu'il n'y ait pas de conflit, puis que tout soit jointé ensemble. OK? Donc, quand je reçois un plan, moi, c'est ça que je fais. Tiens, ça, c'est mes murs qui sont à 10 pieds de haut. Parfait. Je peux me placer sur le calque correspondant. Je vais prendre mon appui étiré dans ce cas-ci, puisque c'est des lignes, et je vais monter mon mur et ma pièce est faite. Donc, en 2-3 clics, j'évite tous les problèmes de jonction de mur, puisque c'est des lignes qui sont complètes. Puis je monte l'ensemble, l'intégralité de ma pièce. Donc, mon volume est fait pour mes pièces. Si je veux revoir où mes fenêtres étaient positionnées, bien, je peux, en tout temps, rallumer mon calque. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai utilisé le soleil et le flocon. Pour le 3D, il est préférable de geler les calques plutôt que juste les éteindre. Les geler, ça veut dire que le logiciel ne les traite plus. Donc, quand je fais appuyer tirer, la ligne n'existe plus pour lui, tandis que quand je l'éteins, pour l'impression, on sait qu'elle n'est pas là, c'est correct, mais pour le 3D, c'est mieux de les geler. Donc, c'est la distinction qu'on peut faire quand on fait du 3D AutoCAD. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je prépare un dessin, puis je veux l'importer dans Revit ou dans SketchUp, bien, je vais m'assurer de pouvoir gérer mes calques parce que dans SketchUp, je vais pouvoir allumer et éteindre des plans, des calques de CAD si je veux, puisqu'ils vont suivre mon dessin. Bien, je pourrais à ce moment-là faire mes sections de mur, puis aller faire mes fenêtres, mes ouvertures, etc. Puis avoir le moins d'éléments possible, donc éliminer les éléments pour que ça facilite mon travail. OK? Donc, en rallumant ici mes fenêtres, j'ai la position de ma fenêtre. Ça veut dire que là, maintenant, je peux aller dessiner l'emplacement de mes fenêtres, les positionner à l'endroit où je veux les avoir et faire mes perforations dans mes murs. Puisque là, présentement, on s'entend, si je mets un mode réaliste, j'ai des solides complets. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est aller dessiner la position de ma fenêtre ici. Donc, je vais utiliser mon option rectangle, puis je vais venir positionner mon rectangle à l'endroit où je veux l'avoir. OK? Faites juste attention à ceci. Quand je travaille en 3D, AutoCAD, si mes coordonnées X, Y, Z, en fait, sont positionnées de la façon suivante, ça veut dire que je travaille au sol, les rectangles sont horizontaux. Okay? Donc, je travaille vraiment à plat. Quand je travaille en 3D, AutoCAD a des modes automatiques. S'ils sont activés, vous allez vous en apercevoir assez vite. Dans ma barre d'état, j'ai un petit système de coordonnées ici qui s'appelle SCU dynamique. Il y a un petit éclair à côté, comme les blocs dynamiques. Si ça, c'est activé, quand je viens faire mon rectangle, si j'ai une surface, il va s'orienter avec la surface. Donc, ça veut dire qu'il ne travaille plus à plat, il travaille en fonction de la surface sur laquelle je l'ai sélectionné. Donc, ces modes automatiques-là, si je veux travailler à plat, ça se peut que par défaut, ils soient allumés sur vos postes, bien, il faut les désactiver quand il vient le temps de travailler à plat. OK? Donc, si vous apercevez que vos rectangles sont orientés avec les surfaces, c'est parce que le CU dynamique est allumé. Il va être pratique quand je veux aller, au lieu de travailler en plan, aller travailler vraiment sur une surface, bien, je vais l'allumer. Mais là, dans ce cas-ci, je veux vraiment m'orienter avec des éléments qui sont faits en 2D. Je m'assure de le désactiver. OK? Donc ça, évidemment,
je suis hyper paresseux. Donc, ce que je vais faire, je peux même copier, hein, ma forme est déjà faite. Donc, je peux la copier ici. Je vais la déplacer. Donc, je peux déplacer, les deux fenêtres sont à la même hauteur. Par exemple, ma fenêtre est à 3 pieds du sol, donc 36 pouces. Assurez-vous d'être que votre curseur, vous êtes en mode orthogonal pour déplacer vos éléments. Sinon, donc je vais placer mon curseur un petit peu plus loin, juste pour vous montrer. Je place mon curseur à la verticale, mon mode ortho est allumé. Je lui dis la hauteur que je veux me déplacer. Je vais faire comme tantôt, je vais me faire une petite extrusion de ça. Donc, imaginez que ma fenestration ou mes fenêtres font 4 pieds de haut, 48 pouces. La façon que AutoCAD traite l'info que je viens de lui donner, c'est que j'ai une boîte de 48 pouces de haut à 36 pouces du sol à l'intérieur du mur. Donc, ça veut dire que si je me mets en mode réaliste, ben, j'ai ni plus ni moins qu'une boîte dans une boîte. Donc, tantôt, ce que je vous ai mentionné, c'est qu'on pouvait unir des éléments entre eux pour créer les jonctions, mais aussi, on peut soustraire des éléments. OK? Donc, dans ce cas-ci, ce que je veux faire, c'est une ouverture dans mon mur. Donc, je vais faire soustraction du mur, Enter. Je veux soustraire les boîtes qui sont ici. Et maintenant, j'ai fait des trous à l'intérieur de mes murs. Ces opérations-là, booléennes qu'on appelle, c'est-à-dire que je peux soustraire des éléments, je peux les unir entre eux quand ils sont distincts. Ça me permet de faire des perforations ou de faire des soudures entre mes objets. Si jamais vous avez fait une erreur, je vais rester en mode solide comme ça. Si jamais vous avez fait une erreur, ma fenêtre, là, elle est 12 pouces plus bas ou elle est plus large, bien, vous pouvez en tout temps utiliser votre appui-tiré, puis sélectionner votre forme, puis réduire ou corriger le tir. Assurez-vous, comme j'ai mentionné tantôt, que vos calques soient éteints parce que sinon, il va les détecter. Et pour ce faire, je vais tout simplement geler mon calque. Donc, je vais aller chercher mon fenêtre. C'était fenêtre intérieure, j'avais mis. Peu importe. Okay. Si je fais mon appui étiré, là, il va sélectionner ma forme et je vais pouvoir ajuster ma hauteur et corriger si j'ai fait une erreur. Les largeurs, c'est la même chose. Donc, je peux agrandir mes ouvertures, je peux faire ce que je veux avec, en autant que mes calques intermédiaires ou mes calques qui sont à un niveau plus bas soient éteints, puisque sinon, il va détecter les zones quand je fais mon poussé étiré. Donc, évidemment, si j'ai des ouvertures à faire qui sont au niveau du sol, je me fais un rectangle comme j'ai fait tantôt. Je vais faire l'extrusion cette fois-ci et je n'ai pas besoin de monter la forme à une certaine hauteur puisque ma porte patio peut partir du sol à ce moment-là, si c'est le cas. Mon rectangle n'est pas fait. Donc, assurez-vous. Et là, je vois tout de suite que le logiciel a activé mon orientation XY. Là, si vous remarquez mon curseur de la façon qu'il est positionné, ça arrive souvent quand il va détecter des surfaces. Le SCU dynamique n'est pas activé, mais il a changé l'orientation de ma table à dessin, ou si vous voulez, votre XY. Et là, si vous remarquez, mon rectangle est à la verticale. Donc, c'est bien important de vérifier l'orientation de mon XY. Donc, ce que je vais faire ici, là, je vais aller voir dans mes coordonnées XY. Là, on voit qu'effectivement, il s'est placé sur la face précédente. OK? Donc, moi, ce que je veux, quand je fais des formes au sol, c'est utiliser le SCU qu'on appelle général. Donc, je veux m'assurer que mon XY est à plat.
Donc, bien important. Puis ça, c'est bon dans n'importe quel logiciel, hein, on va toujours s'orienter et positionner notre curseur en fonction de la surface sur laquelle je veux travailler. Donc là, vous voyez, mon rectangle, il s'est bien placé au sol. Excellent. Donc là, je peux faire mon extrusion. 7 pieds de haut, 84 pouces, par exemple. Et on va soustraire, encore une fois, du mur. Enter, on va enlever la surface. On veut dessiner des portes, etc. Ben, on peut faire appuyer, tirer, sélectionner la forme, puis monter 84 pouces. Donc, je peux utiliser tout ce qui est fait en 2D de façon précise pour faire mes extrusions. Je pourrais aller faire des trous dedans, etc. Donc, je peux me servir du plan CAD, puis c'est ce qu'on va faire de toute façon dans SketchUp aussi. Donc, ça, c'était des ouvertures dans les murs. Même principe, si j'ai un foyer, ça reste les mêmes opérations. Si je sélectionne cette forme-là, je vous donne une idée de base. J'ai un foyer qui est à 6 pouces du sol, il fait 30 pouces de haut. Ben, je vais monter ma forme à la hauteur que j'ai besoin, donc 6 pouces. Je vais faire mon extrusion. 30 pouces, donc je place mon curseur dans l'angle que je veux aller. Et je viens faire ma soustraction, parce que sinon, j'ai une boîte dans une boîte. Donc, soustraire du mur général, je viens soustraire la boîte pour faire mon trou. Oui, non, peut-être? Oui. OK. L'entour de mon foyer, j'ai une moulure qui est en acier inoxydable, par exemple. Donc, j'ai cette moulure-là qui est ici au sol. Je veux qu'elle fasse tout le tour de mon foyer. Donc, si je veux créer une polyligne, ben, si je fais une polyligne présentement, je fais une polyligne au sol. Moi, j'aimerais ça qu'elle soit orientée avec mon mur de face qui est ici. Si j'utilise mon SCU dynamique, je viens chercher ma commande polyligne, ben, je vais pouvoir m'orienter avec la surface selon laquelle je veux tracer. Je place mon point de départ. Et là, je vois tout de suite mon curseur. Au lieu de s'en aller à l'horizontale, ben, il est orienté avec ma surface, d'où l'importance du SCU dynamique. Je peux lui dire de combien monter. Donc, j'ai 6 pouces à la base, 30 pouces pour mon foyer, un autre 6 pouces au-dessus. Donc, je additionne tout ça. Ça me donne 42 pouces de haut. Je viens faire, j'oriente mon curseur vers la fin de mon foyer et je descends de façon perpendiculaire pour terminer ma polyligne ici au sol. Je n'ai pas besoin de la fermer puisque c'est vraiment un contour 3 côtés. Donc, j'ai une polyligne maintenant qui est tout alentour de mon foyer. Je fais l'extrusion comme j'ai fait tantôt. C'est pour chemin. Et je viens sélectionner ma. Donc, je peux rapidement, à l'aide des données que j'ai tracées dans mon plan 2D, venir positionner mes éléments. Évidemment, je pourrais rajouter des moulures au sol, faire mes chemins, rajouter toutes mes moulures et faire ma pièce de cette façon-là. On a vu qu'on a présentement des vues isométriques. Évidemment, ce qui est plus vendeur quand on fait nos vues ou nos rendus, c'est quand on a des vues en perspective. Okay? Donc, le choix de la vue est important. Puis, quand vous faites vos perspectives, habituellement, vous placez vos yeux à quelle hauteur? À 6 pieds. Alors, est-ce qu'on pourrait s'entendre à 5 pieds? Donc, habituellement, le champ visuel est à 5 pieds.
Donc, l'idéal, c'est de se positionner dans cet angle, dans cette optique-là, donc à la hauteur 5 pieds. Si on veut faire des vues, mes chambres d'enfants, puis on veut faire des vues en plongée, des trucs comme ça, on pourra changer la hauteur des yeux. Mais de façon standard, les vues standards qu'on fait, c'est habituellement à 5 pieds. OK? Donc, ce qu'on va utiliser ici, c'est en fait un petit outil qui s'appelle Caméra, qui va être exactement le même dans tous les logiciels de dessin 3D. Donc, je viens prendre ma petite caméra. Au bout de mon curseur, j'ai une caméra qui vient de s'appliquer. Si je veux faire une vue diagonale, ben, je peux positionner ma caméra, par exemple, ici. Puis, je vais venir faire une diagonale, si vous voulez, dans ma pièce. OK? Donc, je viens prendre ma cible. En fait, mon observateur, il est où? Puis, je vais venir lui dire jusqu'où regarder. Donc, jusque dans le coin là. Et je vais faire Enter. Donc, ils viennent de positionner ma caméra. Si je clique dessus une fois, j'ai une vue qui vient d'apparaître. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais là, tu es beaucoup trop bas, tu es vraiment au sol. Effectivement, si je double-clique dessus, normalement, je vais aller chercher les propriétés. Bouton droit de souris. Je vais allumer mon tableau des propriétés. Voilà. Donc, bouton droit de souris, propriété. Et là, si on voit, là, caméra 1, c'est celle-ci. La première coordonnée qui est indiquée, c'est la caméra Z. OK? Donc, ça, c'est à quelle hauteur votre caméra est positionnée. Donc, si je dis ici 60 pouces ou 5 pieds, déjà là, ma vue vient de changer de visée. Puis la cible, même chose. Je vais mettre 60 pouces. Donc, déjà, j'ai ma perspective qui commence à s'afficher. Le dernière donnée qu'on va mentionner, c'est en fait quand vous avez une caméra entre les mains, vous avez une lentille, donc vous avez un objectif. La distance focale qui est là présentement, c'est 50. 50, c'est beaucoup trop gros. On a plus ou moins d'effets perspective. Donc, les distances focales idéales, là, est compris entre, dépendamment de la dimension de la pièce, c'est compris entre 15 et 35. OK? Donc, faisons des tests. Je vais me placer ça à 15 ici. Donc, on voit l'effet de perspective qui est là. Plus j'augmente le chiffre, moins il y a de distorsion. Plus je réduis le chiffre, plus c'est distorsionné. Donc, imaginez que je mets une distance focale de 5. Bien là, on est trop distorsionné. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, les distances focales là, entre 15 et 35, habituellement, ça donne un bon résultat. OK? Donc, dans le cas présent, je l'ai mis en 15. Cette vue-là, dès que ma caméra est positionnée, elle est enregistrée. Donc, dans le tableau des vues ici, j'avais toutes les vues de mes dessins. Maintenant, il y a une caméra 1 qui vient de s'afficher et j'ai ma vue 3D qui vient de s'afficher. Donc, elle est toujours enregistrée. Donc, je peux positionner une multitude de caméras. Ça ne coûte rien. Hein? Donc, on choisit la vue la plus vendeuse par la suite, mais on vient placer le plus de caméras possible dans nos espaces. Et si on les sont bien positionnés, bien, ça va donner un résultat intéressant. Ces vues-là sont imprimables, donc on pourra faire des présentations comme on veut. Hein. Juste faire un petit exemple rapide. Je viens sur ma fenêtre de présentation ici. Je vais aller rechercher mon menu dessin et annotation. Je vais aller chercher ma commande pour faire ma fenêtre de présentation et automatiquement, il va placer la dernière vue qui est sélectionnée. Donc, je pourrais aller chercher la vue que je veux. Si j'ai plusieurs caméras, ben, je pourrais aller chercher la vue qui m'intéresse. Donc là, présentement, c'est la caméra 1, mais si je veux faire une vue en plan, donc je peux faire les vues que je veux sur mes présentations en fonction de ce que je veux imprimer. Donc, je peux mettre une vue en plan, une vue en 3D, etc. Donc, faire ce que je veux sur la mise en page pour pouvoir l'imprimer. Donc, petit truc rapide. OK?
en tout temps, je peux revenir à ma vue initiale. Et ma caméra est toujours là. Ces logos-là ne s'impriment pas. Je pourrais les masquer à la limite, mais ça ne change rien à notre utilisation. Donc, moi, en cours de route, là, je viens me placer plusieurs caméras. Je continue à faire mes extrusions. Mes vues sont enregistrées. Donc, je vais aller voir ce que ça a l'air dans ma vue de perspective, mais je réactive ma caméra et les extrusions, tout ce que j'ai modifié dans ma pièce va s'ajouter au fur et à mesure. Donc, dès le départ, je viens placer mes caméras, moi, bien souvent, puis au fur et à mesure, je vois l'évolution de ma maquette se faire. Est-ce que ça va jusque-là? Merci. Est-ce que je vous endors? Non, c'est vraiment cool pour vrai. OK, cool. Dans les prochaines vues, c'est vraiment de l'expérimentation. Donc, la vue 5, la vue 6, vous avez des plans resto, des planifications qui ont été faites, puis juste voir un petit peu comment on peut rapidement monter les volumes. Bien, on s'aperçoit que quand on dessine dans AutoCAD, bien souvent, on ne pense pas aux jonctions des murs, quoi que ce soit. Dans le cas présent, j'ai une colonne, j'ai des murs qui viennent se connecter dessus. Évidemment, si je veux faire ça rapidement, ben, je ne peux pas faire d'extrusion puisque c'est des lignes, ce n'est pas des polylignes qui sont jointées. Donc, dans cette optique-là, on pourrait faire les ajustements, donc faire le nettoyage dans mes murs, puis créer une polyligne ou utiliser la commande appuyer-tirer. Donc, dans le cas présent, si je prends appuyer-tirer, ben, il va faire des sections de murs indépendantes. Puis si je veux aller plus rapidement que ça, ben, on sait qu'on peut ajuster nos lignes. Donc, la commande ajuster, je vais aller faire un petit nettoyage dans mes murs. Mais là, on va voir tout de suite que si je fais ça dans l'ensemble de mes murs, ben, je vais aller faire appuyer-tirer. Maintenant, il va monter toutes les sections ensemble. Donc, à chaque fois que j'ai une interruption, si je fais le petit nettoyage correspondant, ben, il va tout monter en même temps. Mes murs, mon volume va se monter de façon efficace. Okay? Donc, à nous de juger qu'est-ce qu'on veut séparer ou unir ensemble. Moi, habituellement, le périmètre, je monte tout ça d'une claque, ça règle le cas. Donc, après ça, si c'est juste des volumes, je peux monter mes formes juste pour voir les volumes. Si je veux aller plus dans le détail, bien évidemment, on s'entend que en design intérieur, si on fait du mobilier sur mesure, oui, on va le monter, mais si c'est du mobilier acheté, bien, on va importer des blocs. Okay? Donc, dans Intranet, dans vCloudH, puis je vous donnerai, si vous le voulez, accès dans OneDrive, mais dans Intranet, dans vCloudH, dans la section blocs, vous avez une panoplie de blocs 2D, mais vous avez aussi une panoplie de blocs 3D. Donc, on peut insérer des blocs 3D à l'intérieur de nos planifs pour avoir une idée là, de l'aménagement si on veut. Tout ce qui est acheté, comme je disais, sur Internet, on peut aller chercher des blocs chez les distributeurs. La plupart des grands distributeurs vont nous fournir des blocs 3D en CAD, en SketchUp, en Revit pour la plupart. Okay? Donc, on peut insérer des composantes déjà faites puisque ils veulent qu'on les spécifie leur truc, donc ils vont nous donner les outils pour pouvoir les utiliser. Évidemment, comme j'ai mentionné, si c'est des éléments qui sont faits sur mesure, bien oui, on va faire des extrusions puis on va les modeler selon nos critères. Ça va pour ça? Oui, merci. Même principe, comme je vous ai déjà fait la petite démo là, pour les comptoirs, bien, même principe ici, si je fais des nettoyages dans mes murs, bien, je vais pouvoir les monter en une étape. Les petites chaises, même chose. Hein, si c'est tous des modules qui sont spécifiés, on peut aller les chercher. Je vais juste vous montrer. Là. Je vais aller chercher. Donc, je vais accéder par VPN
Oui, c'est fait, c'est connecté. Donc, si je viens chercher l'intranet, donc le réseau interne du Cégep, évidemment, tous mes cours sont là. J'ai mis une section AutoCAD, gabarit, blocs et hachures. Donc, dans les blocs, si vous allez dans les meubles, vous avez la section 3D. Donc, vous allez avoir une multitude de chaises que vous pouvez télécharger. Vous pouvez les télécharger sur vos postes à l'aide du VPN, des fauteuils, des lampes, etc. Donc, j'ai mis plein de trucs AutoCAD en 3D que vous allez pouvoir insérer. Donc, ça, si vous voulez vous amuser, il y en a une multitude. Puis, on peut en chercher, évidemment, sur Internet, là, selon les critères qu'on a de besoin. Donc, ça se voulait juste un exemple là, des différentes, quelques petites commandes qu'on peut utiliser pour modéliser. Donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez modéliser les espaces. Puis, si vous avez une pièce en particulier puis vous voulez vous amuser, vous pouvez ouvrir votre fichier CAD. Moi, ce que je fais quand je fais du CAD 3D, puis peu importe les maquettes que je vais faire, je me garde toujours une copie de mon dessin initial, puis je sauvegarde mon dessin avec l'appellation 3D au bout. Puis ce document-là est distinct de mon jeu de plan, est distinct de. Je ne veux pas avoir là, toutes les mises en page, etc. Donc, moi, je nettoie vraiment tout le dessin pour maximiser pour que ça soit le plus léger possible. Donc, je garde juste la pièce, puis tout le reste, là, je supprime, je fais même purger mon dessin pour enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, puis c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Là, je vais vous donner un fond de plan CAD. On va aller faire quelques petites manipulations pour le nettoyer. On va le purger le maximum. On va garder que les calques qu'on veut parce qu'on sait, si on insère des fichiers les uns dans les autres, bien, tout le bagage qui vient avec votre dessin CAD, votre dessin Revit, etc., bien, tout suit. Donc, plus votre élément de départ est lourd, plus vous allez avoir du ménage à faire dans vos maquettes SketchUp et autres. Donc, pour éviter ça, on fait notre ménage avant, puis quand on l'insère, ben à ce moment-là, on a beaucoup moins d'éléments à traiter. Ça va être beaucoup plus efficace. Donc, c'est la même chose quand je suis dans un dessin comme celui-là. Si je n'ai pas besoin de mise en page, je les supprime. Si les calques qui ne sont pas utilisés, je veux les enlever, je fais la commande purger et je viens faire tout purger mon dessin. Je garde juste ce que j'ai de besoin. Donc, ce qui est dessiné présentement à l'écran, c'est ça qui va rester dans mon dessin final. Donc là, mon dessin est le plus léger possible. Là, si je fais enregistrer sous, je vais l'appeler 3D, projet 1, 3D exemple. Je le sais que ma copie initiale dans laquelle j'ai fait mes détails architecturaux, mes trucs plus techniques, je ne veux pas avoir mon 3D à l'intérieur de ça. Donc, je fais vraiment un fichier distinct à ce moment-là et je garde intact mes dossiers. Donc, avez-vous des questions, des insultes ou autres? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. OK. Donc, comme je l'ai mentionné, ça se voulait juste une amorce. Je veux que vous ayez, puis durant la session, là, les cours vont être faits de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on a 4 heures, 4 périodes. La dernière période là, est vraiment prévue pour faire la pratique. OK? Je veux que vous ayez du temps live avec moi. Je reste en arrière-plan, je réponds à vos questions pour que vous puissiez pratiquer. Les 3 premières périodes, je fais des démos, j'explique la chose. Des fois, on va avoir plus de temps pour pratiquer, mais je veux que vous ayez du temps dans le cours parce que je me suis aperçu que dans les sessions antérieures, les gens mettaient ça un petit peu de côté, puis ils arrivaient à la fin, puis ils faisaient tout en même temps. Ce n'est pas la meilleure façon pour acquérir les bases là, pour faire plus efficacement le 3D. Donc, je veux vraiment que vous ayez du temps. Puis si vous avez des questions, bien, on va avoir une période là, spécifique pour ça, pour la pratique, puis pour les questions. Donc, cette semaine, vous avez plus de temps. Je vous demande de
préparer la chose, donc votre accès VPN, votre Remote Lab, assurez-vous d'être en mesure de vous connecter. Puis, on n'installe pas SketchUp pour tout de suite, à moins que je sais qu'il y en a qui l'ont la version, qu'il y en a qui l'ont acheté. Ce n'est pas le but. Je ne peux pas vous imposer d'acheter la version. Je ne sais même pas le prix qu'ils l'ont mis cette année. Donc, ce n'était pas ça le but initial. C'était plus d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Puis, faites-vous-en pas. La pondération du cours va être faite en conséquence, puis on ne va pas déborder. Mais moi, je veux vraiment que vous ayez du temps pour pratiquer à l'intérieur du cours. Puis, s'il y a des travaux à faire à l'extérieur, bien, ça va être selon la pondération. On a deux heures, bien, on va avoir 2 heures à pratiquer en dehors du cours. Donc, voilà. Moi, je vais arrêter la transmission. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en ligne la petite capsule vidéo. Donc, vous allez voir ce qu'on a discuté ce matin. Assurez-vous d'avoir pris connaissance des PowerPoint pour l'introduction à SketchUp. Donc, les documents que j'ai mis dans Léa, vous devez les consulter. C'est votre devoir pour cette semaine.